Et bonjour à tous, attention, cette vidéo va un peu spoiler. Hunter x Hunter est un des mangas dont les règles sont parmi les plus complexes existantes dans l'univers manga. La nature même du nen offre des possibilités tellement infinies qu'on pourrait imaginer des milliers de pouvoirs différents sans jamais en faire deux qui se ressemblent. Vous avez lu le titre, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle manière d'utiliser le nen. Dans le manga, on apprend qu'il existe 6 catégories de nen pour classer les pouvoirs, mais c'est davantage un nerf qu'autre chose parce que ça va contraindre un peu le type de pouvoir qu'on pourra utiliser. Mais une fois leur capacité connue, on distingue globalement deux grandes stratégies diverses que vont utiliser les personnages pour développer leurs compétences de nen. La première, c'est d'utiliser une capacité extrêmement simple dans l'idée, un concept polyvalent et très adaptable qui va pouvoir s'utiliser dans à peu près toutes les situations, et leurs utilisateurs vont simplement apprendre à utiliser au maximum cette capacité pour apprendre à se battre avec de manière efficace. On retrouve dans cette catégorie des combattants comme Hisoka et son Bungee Gum qui va l'utiliser pour esquiver, attraper des objets, renvoyer ou parer des attaques, mais aussi pour se déplacer de manière extrêmement libre en s'accrochant à tout type d'objets, des arbres, des murs, etc. On a aussi dans ce type de combattant Kiryu et son électricité qu'il va utiliser pour paralyser ou blesser ses adversaires, mais aussi pour activer ses muscles et ses réflexes pour les rendre beaucoup plus rapides que de normal. On y retrouve aussi des pouvoirs qui semblent plus élaborés mais qui en fait ne le sont pas vraiment, comme Netero et sa déesse Canon, qui sert principalement d'outil de tatanage extrêmement polyvalent qui peut parer des coups dans à peu près toutes les directions et tabasser d'à peu près toutes les manières possibles. Bref, des pouvoirs dont la puissance dépend principalement de la taille de l'aura de leur utilisateur et de leur compétence à en faire un bon usage et rien d'autre. Mais on a une deuxième stratégie de développement du nen et c'est celle à laquelle on va s'intéresser, c'est ceux qui vont développer des pouvoirs extrêmement situationnels. Ce sont des pouvoirs qui nécessitent de remplir une ou plusieurs conditions afin de pouvoir accéder à une récompense proportionnelle et qui sont régies par des règles très strictes. On y retrouve par exemple le countdown de Gensru qui nécessite à la fois qu'il touche sa cible, qu'il prononce un mot précis en le faisant et qu'il explique à sa cible comment faire pour désactiver la bombe qui va apparaître sur son corps. Ou alors Kuroro qui doit avoir vu la capacité de la cible, poser des questions dessus, que la cible lui réponde, que la cible touche son livre, tout ça en moins d'une heure pour juste que la capacité apparaisse dans son livre, puis ensuite qu'il ouvre le livre à la page de la capacité volée, en le gardant ouvert dans une main pour pouvoir l'utiliser de la deuxième, et là seulement il pourra utiliser la capacité volée, sauf si il rajoute un marque-page et qu'il ferme le livre, ou alors qu'il ouvre le livre à une autre page avec le marque-page sur une autre page. Enfin bref, vous avez compris, plus c'est le bordel, plus c'est fort. Plus les conditions sont contraignantes, plus la récompense se verra sa puissance multipliée. Ce qui est incroyable avec ça, c'est que les conditions peuvent être quasi infinies. Et parmi ceux qui ont tenté de pousser le truc au maximum, on a Jin Frixe, le père de Gon. On ne connaît pas son pouvoir, mais en tout cas, on sait que c'est un maître dans l'art des conditions. En effet, ce qu'on sait, c'est qu'il a appris l'utilisation du nen à Kaito et que les pouvoirs de Kaito sont extrêmement conditionnels. Son familier de nen génère aléatoirement une arme. Kaito ne peut pas choisir laquelle, il y a souvent qu'une seule attaque possible avec l'arme, elle disparaît après une seule utilisation et surtout il est obligé d'utiliser l'attaque de l'arme pour pouvoir retenter une autre génération aléatoire d'armes, ce qui est quand même vachement contraignant en combat. Ils ont dû vraiment pousser le concept des conditions à l'extrême car un des numéros de son familier de nen est même capable de tromper la mort. Et oui, parce que Jin est expert dans ce concept, il est celui qui a créé la plus grosse condition de nen connue dans l'univers de Hunter x Hunter. Une condition tellement grande qu'elle est capable de générer des artefacts à la puissance démesurée. Et cette condition, vous la connaissez tous sans savoir que c'en était une, c'est Grid Island. Le jeu entier est une colossale condition de nen à remplir. Chaque épreuve, chacune des 100 cartes à récupérer dans le jeu est une condition supplémentaire pour accéder à la récompense finale. Imaginez juste, sachant que trouver comment déclencher le scénario plus gagner les combats contre les sbires de Razor plus battre Razor n'est qu'une seule des 100 conditions à remplir pour arriver au bout. La récompense de tout ça, c'est de générer 3 artefacts de notre choix parmi les 100 disponibles et qui ont des pouvoirs capables d'interagir avec la réalité, avec l'espace, avec la vie et même avec la mort. On a des items qui peuvent permettre de donner la vie seul, même si on est un homme. Et oui, Jin s'en est probablement servi pour donner naissance à Gon, qui n'a du coup sans doute pas de mère du tout. On a des items capables de guérir n'importe quoi, des membres arrachés, des maladies incurables, des lésions irrémédiables. On a des items qui vont influencer toute la réalité pour qu'elle aille avec ou contre vous. On a des cartes capables de communiquer avec n'importe quelle mort juste en connaissant son nom. Et oui, le fait que les 3 items que les personnages aient pris soient parmi les plus éclatés de tous, c'est clairement un scandale. D'ailleurs, Gon aurait simplement pu prendre le Rububru d'or pour retrouver Jin plutôt que de gâcher 2 objets pour se téléporter sur lui.
Mais du coup, tout ça nous apprend quelque chose sur les conditions de Nen. Elles sont indestructibles. Oui, totalement et parfaitement impossibles à détruire. On le voit avec le pote-clin de Knuckles qui résiste sans aucun problème à des attaques surpuissantes d'un des monstres les plus cheatés du manga, mais aussi les consoles de jeu des joueurs de Grid Island. D'ailleurs, tout le système de Grid Island fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que personne n'y épuise son Nen. Les conditions sont indépendantes en énergie et même pire, elles peuvent être source de force. Et c'est là que je veux en venir avec cette vidéo. Il est possible de se servir des conditions de Nen comme d'une arme et pourtant personne ne le fait. Quand l'instructeur de Kurapika lui dit qu'il est impossible de matérialiser une chaîne de Nen indestructible, il se trompe. Simplement, il aurait fallu que cette chaîne soit la condition de son pouvoir et non la récompense. Mais je vous ai menti quand j'ai dit que personne ne le faisait, parce que je pense qu'un personnage a compris cette tricherie et qu'il a trouvé un moyen de la craquer. On a vu Netero, un des personnages avec l'aura la plus puissante qui existe, qui est capable de générer un rayon dévastateur qui creuse et brûle la roche sur une dizaine de mètres. Gon, en s'imposant une condition colossale d'annihiler son corps et son espérance de vie, est capable de générer une sphère de puissance d'une dizaine de mètres d'envergure. Et on a un personnage qui, sans vraiment se fatiguer, sans vraiment forcer, tout en restant relativement calme émotionnellement, est capable de faire encore plus dingue. Ce personnage, c'est Phaeton, à la seule condition d'avoir encaissé des dégâts préalablement, et encore c'est des blessures assez légères par rapport à ce qu'on peut voir dans le manga, des blessures superficielles et un os abîmé. Il peut générer un putain de soleil qui va tuer toute forme de vie à des centaines de mètres aux alentours. Il ne lance pas son soleil, il ne frappe pas avec, juste il est là, au-dessus de sa tête, et l'énergie thermique qu'il génère est suffisamment dévastatrice pour exterminer un ennemi qui était pourtant une forme de vie supérieure aux humains, doté de Nen, et ce à plusieurs mètres de distance, en plus en générant une déflagration qui brûlera la roche sur l'entièreté des centaines de mètres de tunnels de la forteresse, en plus d'en faire exploser le plafond. Et après ça, alors que Gon et Netero étaient aux portes de la mort pour avoir lancé des attaques bien moins dévastatrices que ça, Phaeton, lui, non, il va très bien, il est serein, il est pas trop blessé. Une telle puissance, quasi sans contre-coup pour un humain, c'est tout à fait impossible. Phaeton a forcément craqué le système de conditions. Et là, on va rentrer dans la pure spéculation, ce qui va suivre n'est en aucun cas confirmé. L'idée, c'est qu'une telle puissance voudrait dire que son attaque de Nen n'est pas une récompense, mais une deuxième condition. On voit dans le combat que Phaeton matérialise sur lui une armure complète de Nen qui protège l'intégralité de son corps des brûlures occasionnées par son soleil. On rappelle que le soleil a tout dévasté aux alentours, il faudrait donc une résistance de malade pour tenir le coup face à une telle puissance. Cette armure, ce serait la récompense de son pouvoir. Phaeton aurait utilisé une condition colossale, c'est-à-dire l'apparition d'un soleil qui aspirerait son aura et le brûlerait vif sur place, détruisant toute forme de vie aux alentours, et ce dans le but de générer en récompense une armure qui aurait une résistance thermique quasi parfaite. Ce qui est dingue avec ça, c'est que Phaeton peut donc quasiment à volonté augmenter la puissance de la condition pour augmenter la puissance de la résistance de son armure et donc neutraliser le malus pour lui-même. On apprend dans la suite du manga, qui n'est pas encore sorti en animé, que pour générer une condition, il faut nécessairement que le lanceur la considère réellement comme une contrainte, et donc que ça dépend du point de vue du lanceur. C'est pour ça que Phaeton a très probablement dû y intégrer en deuxième condition le fait de devoir préalablement prendre des dégâts avant de pouvoir mettre en place son piège mortel. Phaeton serait donc le personnage qui a trouvé l'utilisation la plus puissante qu'il soit possible de faire avec le Nen. Utiliser le système de conditions pour générer des attaques kamikazes de zone tout en utilisant la récompense pour se protéger soi-même de cette attaque. De cette manière, on peut dévaster une armée entière à soi seul, on peut aller dans des niveaux de puissance bien supérieurs à ce que tous les autres personnages arrivent à atteindre. Le seul malus, c'est que puisque la condition doit nécessairement être à la base une contrainte pour le lanceur, ce type de pouvoir ne pourra donc jamais servir à rien d'autre qu'à la destruction. Alors, est-ce que vous pensez que cette théorie est vraie ou pas?
On n'aura sans doute jamais la réponse, vous le savez peut-être, le mangaka de Hunter x Hunter est dans un état de santé assez catastrophique, ça fait d'ailleurs 3 ans, 7 semaines qu'il n'aura pas sorti une seule planche de Hunter x Hunter. Il est donc probable que ça n'arrive plus jamais, mais bon c'est pas grave, ça n'empêche pas d'en discuter, de faire des théories dessus, et comme en ce moment je suis en train d'essayer de créer un manga, et bah j'essayais de créer des règles où les personnages pourraient utiliser les malus comme des bonus, et du coup ça m'a donné l'idée de cette théorie, et je voulais vous la partager en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me suis complètement trompé ou si vous pensez qu'effectivement ce serait sans doute la vraie source du secret du naine. Allez, je vous dis à plus tout le monde.